Michel Perrault a dit qu'elle avait été un peu prise au piège parce qu'on lui avait dit qu'elle parlerait des chants, et finalement, on l'a forcée à parler d'elle-même, ce qu'elle n'aime pas. Mais comme elle l'a fait une fois, je me suis dit qu'elle peut bien faire une seconde fois. Donc nous parlerons beaucoup d'elle juste après. Je remercie très chaleureusement Daniel Michel Chiche et son mari d'avoir favorisé, et c'est le moins que je puisse dire, la venue de Michel Perrault. Et je remercie notre marraine, Sabine Pin, d'avoir accepté d'accompagner cette rencontre de quelques lectures de textes, car vous le savez peut-être déjà, Michel Perrault est d'une très très grande humilité, trop sans doute, et on ne dit pas assez qu'elle est une formidable historienne, mais qu'elle est aussi une grande écrivaine, et c'était donc important que vous entendiez ces textes. Je vous souhaite une bonne projection, on se retrouve dans 50 minutes pour le grand entretien. Merci à toutes et à tous, et je crois qu'on peut déjà accueillir très chaleureusement Michel Perrault. Cher Michel, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je renouvelle mes remerciements très chaleureux à Daniel Michel Chiche et à son mari pour avoir permis ce petit détour et cette infidélité que vous faites à Nohant, avec lequel vous entretenez un rapport, on l'a compris, de familiarité très important. Alors, qui ne connaît pas aujourd'hui Michel Perrault, après avoir été, voilà, je pense que c'est pas si mal. Après avoir été une chercheuse et une enseignante reconnue, et ce, dès les années 70, on l'a entendu pour vos travaux sur le monde ouvrier, sur le monde carcéral et bien sûr pour l'histoire des femmes, après avoir été une personnalité médiatique, car vous avez été pendant longtemps chroniqueuse et journaliste à Libération. Parfois même, vous semblez regretter de ne pas avoir été journaliste plus longtemps encore. On se souvient également de votre voix dans les lundis de l'histoire sur France Culture. On peut dire que depuis le début des années 2000, cher Michel, vous êtes devenu une icône. Alors, j'entends tout de suite, vous allez me dire, mais non, pas du tout. Alors, j'en veux pour preuve cette bande dessinée qui vient de sortir, qui vous est intégralement consacrée. On vous voit mener toute une assemblée composée, entre autres, de Gisèle Halimi, de Joséphine Baker, de Georges Le Sand, de Louise Michel. Enfin bref, c'est vous qui menez la danse. Donc, icône, je persiste. Et je pense d'ailleurs qu'il ne serait pas exagéré de dire que vous occupez aujourd'hui, pour beaucoup, et je pense notamment pour toute une génération de féministes, de jeunes garçons et de jeunes filles, une place qui est à peu près comparable à celle que Simone de Beauvoir occupait pour les féministes des années 70. Une référence, un soutien, un encouragement, et je crois aussi un repère à une époque où ceci semble devoir disparaître sous la masse des informations et des images. Alors que l'incompréhension, c'est vrai, et parfois, il faut le reconnaître, la dissension s'installe entre ces deux générations du féminisme, celle des années 70 et les jeunes féministes, entre tendances et mouvements des féminismes, puisqu'on n'emploie plus ce mot guère au pluriel aujourd'hui. Votre parole, autant que votre écoute, pondérée, nuancée, généreuse, pacifie et renoue les liens, fixe un cap, à mon avis. En quelque sorte, Michel Perrault, vous faites histoire. Alors, on vient de le voir dans ce documentaire, vous a consacré la réalisatrice Terry Van Damisch, vous a consacré un portrait intime où, peut-être pour la première fois, vous avez accepté de vous confier sur votre vie et sur votre parcours. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça. Vous avez même écrit que vous avez choisi l'histoire pour ne pas parler de vous, et même peut-être pour ne pas y penser. Mais en quelque sorte, puisque la porte de votre chambre est désormais entrouverte, je vous propose, cher Michel Perrault, que nous entrions ensemble quelques instants. Alors rassurez-vous, nous serons discrets, nous serons sages, nous ne dérangerons rien, nous ne resterons pas très longtemps. Et pour commencer ce voyage autour de votre chambre, j'aimerais que Sabine nous lise un premier extrait. Et maintenant, que veux-tu faire ? Et maintenant, que veux-tu faire ? Dit mon père. C'est l'été 46. Le jardin de notre maison, une espèce de château second empire en briques et pierres, est plein de roses. Au nord, il ouvre sur le village de Montmorency, la collégiale où j'ai tant prié le Christ roi et Notre-Dame de Boulogne pour le salut de la France et l'âme, peut-être damnée, de mes parents. Vers le sud, il domine Paris, immensité grise à laquelle fait écran
prend la barrière industrielle de Saint-Denis. Au printemps 1944, j'ai vu de ces hauteurs flamber les usines bombardées. Terrible splendeur dont le spectacle me remplit de honte et du remords d'être protégé. C'est l'été 1946. J'ai 18 ans. La guerre est finie. Elle s'est faite et défaite sans moi, me laissant le sentiment d'une adolescence inutilement frustrée, celui de la solitude qu'éprouve un spectateur impuissant et hors du coup. Vais-je pouvoir enfin descendre de ma colline, trouver les autres, me mêler au monde pour le changer? En cet instant éblouissant, j'ai eu l'impression que tout était possible. Mon bagage pourtant est bien léger, et je le sais. J'ai le bac philo, une culture hybride et trouée. Je sors d'un externat privé, le cours Bossuet, rue de Chabrol, tenu par les dames de la retraite, où j'ai fait toute ma scolarité. Dans ce milieu composite, mélange d'aristocrates fauchés qui ne peuvent se payer des oiseaux ou Notre-Dame de Sion, et de commerçants des arrondissements du centre, l'investissement scolaire est encore très faible. Les bonnes élèves jouissent d'une considération tour à tour admirative et apitoyée, marquée peut-être du sceau d'une vocation exceptionnelle et forcément malheureuse. Pourvu qu'elle soit pieuse, les religieuses y voient d'éventuelles recrues et montent une garde d'autant plus vigilante contre les tentations du monde. Alors Michel, vous avez eu, vous le dites et vous le redites d'ailleurs dans ce documentaire, une enfance enchantée, marquée par deux parents aimants dans le quartier de Saint-Denis, où votre père était négociant en cuir, vous l'avez rappelé. Une enfance, nous venons de l'entendre dans ce texte, qui est dominée par la figure de votre père, dont vous dites qu'il était un homme féministe, je vous cite, un père fantaisiste et anticonformiste qui me traitait comme le garçon qu'il aurait et sans doute aimé avoir. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette enfance, vous parler un peu de lui, et de cette enfance dans les années 30? Alors d'abord, est-ce qu'on m'entend là? Oui. Je voudrais vous remercier, vous et puis tous ceux qui m'accueillent, dire aussi que je ne crois pas du tout à tout ce qu'on dit. Hein. Je ne suis pas une icône, franchement non. Hein. Et je ne crois pas du tout, je crois que vous me donnez beaucoup trop d'importance. C'est très gentil de votre part, mais tout ça, non. Ça existe très peu. Bon, mais enfin, vous me posez des questions, donc je vais y répondre. Une enfance enchantée, oui, absolument, absolument. C'est oui, merveilleuse, vraiment, avec des parents qui m'aimaient, qui s'aimaient. Je crois que c'est formidable pour un enfant d'avoir un couple de parents amoureux. Autrement dit, la présence de l'amour a été très, très, très importante pour moi, vraiment. Et puis, en même temps, c'était une enfance privilégiée. Je sais bien, combien c'était une enfance privilégiée. Je suis très, très âgé, je suis né en 1928. Donc, mon enfance, 28-38, avant la guerre. J'y repense beaucoup maintenant quand on voit tant de choses en disant j'ai connu cette période. J'ai connu ça. C'est assez extraordinaire. Et extraordinaire parce que, bien entendu, on était dans un milieu privilégié, c'est évident. Hein. Mon père avait une voiture, on allait à la campagne. Oui, c'était une vie agréable de ce point de vue-là. Et en même temps, très, très riche sur le plan humain. Il y avait beaucoup de rencontres, je ne sais pas, aussi bien sociales que familiales. Mon père, comme je l'ai rappelé, était marchand de cuir. Et mon père était un homme extrêmement, comment dire, c'est une belle personnalité, très, très ouvert, intelligent, enfin, et pour moi, évidemment, formidablement positif. Et parmi ses clients, il y avait beaucoup de cordonniers. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y avait dans ce Paris de l'époque beaucoup d'arrivées d'Espagnols à cause de la guerre civile en Espagne. Et ces émigrés espagnols, le métier de cordonnier est un métier qui peut s'apprendre. Hein, et s'apprend vite. Donc mon père avait beaucoup d'Espagnols parmi sa clientèle, et ces Espagnols, eh
c'était vraiment quelqu'un de très, très sympa, mais il trouvait qu'il n'était pas assez éduqué politiquement. Donc il lui passait des petites brochures, et plus tard, évidemment, quand j'étais étudiant, mon père m'a dit, tu sais, moi, le marxisme, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais ce sont les cordonniers qui me l'ont appris. Je trouve que c'est comme circulation de la pensée, je trouve ça assez sympathique. Ils étaient très intégrés socialement, mais néanmoins, vous insistez beaucoup sur le fait que l'éducation que vous avez reçue était assez anticonformiste pour un milieu qui était quand même de la petite bourgeoisie. On sent, on l'a entendu, que vos parents et votre père avaient beaucoup d'ambition pour vous, qui vous demandaient de vous méfier, de ne pas vous marier trop tôt. Donc c'est quand même une enfance, une éducation un petit peu marginale, en tout cas un petit peu hors les sentiers battus. D'une certaine manière, c'était une éducation un peu schizophrène, parce que mes parents étaient très affranchis. Alors vraiment, tout à fait. Mon père, ma mère aussi, mais mon père, c'est peut-être un peu ridicule de dire ça. Ça montre aussi qu'à une certaine époque, les pères comptaient plus que les mères. Ça, j'ai eu l'occasion d'y penser beaucoup par la suite, en me disant que, au fond, j'avais respecté les valeurs peut-être patriarcales, au fond, de mon époque. J'ai redécouvert ma mère beaucoup plus tard, au fond, par le mouvement de libération des femmes, où je me suis dit, mais quelle place je donnais à ma mère, et quel a été son rôle dans ma vie de tout le monde, etc. Mais je reviens à cette idée de schizophrénie, là, un petit peu, parce que ce père affranchi, mes parents me mettent dans un cours religieux, où j'ai fait toutes mes études depuis les jardins d'enfance jusqu'à la terminale, ce qui était absolument contradictoire. Eux ne croyaient ni à Dieu ni à diable, et moi j'étais dans la dévotion de ce cours où je me faisais beaucoup de soucis pour eux. Je disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Et j'essayais même de convertir mon père. Et bon, comme mon père était très sympa, je l'emmenais à la messe. Il dit, tu sais, c'est pour te faire plaisir. Parce que moi, je dois te dire, c'est peut-être pas bien, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà. Alors, c'était un peu étrange. C'était un petit peu étrange, cette espèce de division entre les deux. Voilà. Bon. Mais vous savez, de toute division naît quelque chose. De toute contradiction naît quelque chose. Alors j'aimerais justement entendre un texte où Sabine va faire revivre l'ambiance de la pension Bossuet. Il n'est pas immense, ce jardin, mais une multiplication toute conventuelle de bosquets et de charmilles, et des mots pour les nommer ont donné l'illusion. C'était un véritable enclos, doté d'extéritorialité, avec sa chapelle, où les processions pouvaient se déployer à l'aise, plaisir des reposoirs et des pétales de roses lancés par poignées. Mon enfant, vous allez trop vite, à l'ostensoir. On dominait les Campbell-Sheds des entrepôts de baccarat et la prison de Saint-Lazare, que dissimulaient d'épais bosquets où on nous défendait d'aller. Au cours d'une partie de cache-cache, je m'y glisse. Au fond d'une cour, espèce de puits en contrebas, je vois une ronde de femmes en blouse grise qui tournent interminablement en silence sous la surveillance d'une religieuse, prisonnières dont j'ignore évidemment qu'elles sont les stars scintillantes de la rue Saint-Denis. J'ai 6 ou 7 ans, le sentiment coupable d'avoir surpris un secret, et aussi celui si souvent éprouvé par la suite qu'on nous cache quelque chose au-delà des apparences. Cet espace cerné était le symbole même de l'impossible gageur que le cours s'était assigné. Maintenir contre vents et marées un modèle d'éducation morale et religieuse largement emprunté au XIXe siècle et qu'il fallait défendre sans cesse contre les influences extérieures. Une anecdote, entre 100 autres. Notre professeur de 3e
une grande bringue, sécularisée, charmante au demeurant, nous espionne jusqu'à l'entrée du métro pour voir si nous portons bien les bérets que l'uniforme exige. Ces bérets s'étaient évidemment transformés en calots de 10 cm de diamètre que nous mettions prestement dans notre poche en franchissant le portail. On est en 1943, l'hiver de Stalingrad, celui où la résistance prend corps. Nous écoutons la radio anglaise, les murs se couvrent d'affiches allemandes annonçant des exécutions d'otages. Chez nous, c'est la guerre des calots. On nous tend des embuscades à la bouche du métro. C'est une enfance d'éducation contradictoire, effectivement, entre ses parents anticonformistes et cette éducation qu'il est pour deux, sans doute. Et alors le hasard, qui est un peu l'ennemi de l'historienne, peut-être, vous me direz, faisant bien les choses, vous allez avoir parmi vos enseignantes une certaine Benoît de Groot. Ça ne s'invente pas. Si le destin qui voulait vous faire un signe, en tout cas, il l'a fait. Alors, quel souvenir gardez-vous de Benoît de Groot à cette époque-là, lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous l'avez revu par la suite? Vous en avez parlé ensemble? Alors, d'abord, Benoît de Groot, les religieuses du cours Bossuet faisaient appel à des étudiants pour toutes les matières qu'elles estimaient ne pas pouvoir enseigner elles-mêmes, il y en avait beaucoup. Et c'est comme ça que Benoît de Groot est venu nous enseigner l'anglais, je me souviens. Et évidemment, c'était formidable, parce qu'elle arrivait avec sa modernité, c'était une jeune femme qui avait une allure très sportive. Elle n'était pas très grande, Benoît de Groot. Elle avait les cheveux coupés courts, et elle y allait carrément. Donc, voilà, il y en a eu d'autres d'ailleurs, mais elle, évidemment, je l'ai revue par la suite. Par la suite, j'ai même été très lié avec elle, plutôt dans les dernières quinzaines d'années de la fin de sa vie. Et je lui ai raconté ça, bien entendu. Je lui ai dit, vous avez été mon professeur au cours Bossuet. Oh, elle me dit, je me souviens, elle avait même écrit dans son journal avec Flora, sa sœur, qu'elle enseignait au cours Bossuet, là, et qu'elle enseignait à des filles de 3e qui avaient l'air complètement un peu endormies, etc. Alors je lui ai dit, vous savez, moi j'y étais. Hein. Donc c'était très sympathique avec Benoît de Groot. Quand vous évoquez cette enfance, notamment dans ce petit essai d'égo-histoire que vous avez demandé, Pierre Nora, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui n'est pas un sentiment qu'on s'attendrait forcément associé à une historienne, c'est un sentiment d'une grande nostalgie à l'égard de cette enfance et à l'égard des paysages de cette enfance, de ces rues que vous parcouriez. Et j'aimerais justement que Sabine nous lise un extrait où vous évoquez les halles. Le soir, avec Robert, Ernestine ou Maria, nos bonnes, le retour était plus lent. Nous nous arrêtions devant l'automate de l'opticien et les affiches dessinées. Nous faisions le badaud aux éventaires des camelots qui jalonnaient le boulevard. Station obligée au carrefour Réaumur, devant chez Potin, où on encerclait les chanteurs ambulants qui réservaient à ce quartier des romances sentimentales. Nous entrions à l'Anoma. Surtout, nous allions flâner passage Brady, paradis du strass et du satin. J'y ai violemment convoité une poupée de divan espagnol, corsage noir, jupe rouge en corolle, la demandant au Père Noël qui, à la place, m'apporta un bébé rénal. J'y ai acheté pour le soulier de mes parents 2 petits chiens en porcelaine marron afin de compléter leur collection de Copenhague. Les retrouver au fond d'un tiroir, après qu'ils eurent trôné quelques jours sur la commode du salon, me fut une cuisante humiliation. Ma première épreuve des subtilités du goût. J'étais spontanément kitsch. Les prostituées, dont j'ignorais la condition, me semblaient des stars, et les hôtels minables où elles s'engouffraient, des palaces. Image de mes rêves, une petite danseuse, à peine plus âgée que moi, qui en tutu blanc faisait les pointes et le grand écart sur les tréteaux d'une baraque à la foire de la place d'Italie. Nul sort n'était plus beau. Ce Paris populaire, un peu interlope, brouillant, sonore et drôle, je m'y sentais bien.
Alors c'est une Michel Perrault qu'on ne s'attend pas forcément à entendre et qui moi me touche beaucoup, un peu kitsch, un peu interlope. Aujourd'hui, je vous ai même entendu il y a quelques jours dire que vous étiez un peu queer. Finalement, cette jeune fille qu'on découvre là et cette historienne qui se penche sur cette enfance, je le disais à l'instant, on sent une profonde nostalgie. Est-ce que c'est une période de votre vie, celle en tout cas d'avant la guerre, que vous regrettez? Pourquoi? Est-ce que la nostalgie est compatible avec la pratique de l'histoire? Je pense que quand on a eu une enfance heureuse, c'est bien, et peut-être c'est pas bien non plus. Parce que c'est un petit peu comme quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne retrouvera jamais. Si on a été malheureux dans son enfance et qu'on améliore sa condition, peut-être que c'est différent. Enfin, je n'en sais rien. Peu importe d'ailleurs. Mais ce pari-là, pour moi, est évidemment toujours très très vivant. Et c'est évidemment un Paris disparu, mais depuis longtemps. La destruction, les halles ont été déplacées, etc., ça a absolument tout changé. Et c'était en effet un Paris grouillant, populaire, drôle. Il y avait, je vais me répéter parce que ça a déjà été lu, mais les chanteurs de rue, pas à tous les carrefours, mais à certains carrefours où on savait qu'on allait les retrouver, qu'on allait retrouver une chanson, etc. Oui, tout ça est un Paris disparu, mais depuis longtemps quand même, ça fait pas, c'est pas d'hier. Forcément, il y a un petit peu de nostalgie. Bon, sans plus, ça ne mérite pas peut-être qu'on commente davantage, c'est un peu banal. Arrive la guerre et l'expérience de la guerre qui ont été des années difficiles pour vos parents, pour vous également, mais qui a été peut-être pour la première fois l'expérience de la sororité. Ça a été rappelé dans le documentaire et j'aimerais qu'on en dise un petit mot quand vous étiez à Montmorency, d'avoir assisté au moment de la libération, d'avoir vu ces femmes tondues en place publique lorsque vous étiez à Montmorency. Est-ce que vous diriez avec le recul que ça a été, sans que vous le sachiez, alors une expérience fondatrice? Pas seulement les femmes tondues, la guerre. La guerre, oui, enfin, vraiment, je pourrais en parler évidemment longtemps. Oui, une période noire, sombre, terrible. Nous étions rentrés d'Exode comme beaucoup de Français. La maison était occupée par les Allemands. On a obtenu que les Allemands s'en aillent, bon, mais on avait toujours l'impression qu'il y avait un regard sur nous. Et oui, enfin, toute cette période, ça prendrait trop longtemps d'en parler. Une période très, très dure, et en même temps que j'ai vécu dans la culpabilité. La culpabilité sourdait de partout. Au cours Bossuet, où j'étais, le fameux cours, là, il y avait un langage de la culpabilité. La France avait perdu la guerre, mais c'était la faute des Français, et notamment la faute de la génération de mes parents, qui n'avaient pas eu beaucoup d'enfants. Ah oui, moi j'étais fille unique, et voilà. Et il y avait ce reproche-là. Ce reproche, les Français n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Et voilà. Alors, c'est évidemment pour une petite fille encore 11-12 ans, c'est très troublant. C'est bon. Et puis en plus, la culpabilité, parce que j'avais le sentiment profond, il n'y a pas besoin de regarder, que les Français, les gens manquaient de tout. Il se trouvait que nous avions, comme beaucoup de Français d'ailleurs, de la famille à la campagne. Alors on recevait des colis, et au fond, du point de vue nourriture, on n'a pas manqué tant que ça. Sentiment de culpabilité à ce moment-là, très fort. Ce qui était le plus... Alors là, ce qui ressentait beaucoup, c'était le froid. La guerre dans cette grande maison de Montmorency, absolument inchauffable, absolument. On pouvait avoir un poêle à bois avec le... Vous savez, on était revenu pendant cette guerre-là à une espèce d'autarcie incroyable. Par exemple, dans le jardin, on avait retourné la terre pour planter des pommes de terre et des haricots verts. Bon, ben, c'était pas si mal, on en avait au moins. Et ma mère avait une chèvre.
Elle trayait la chèvre dans le jardin, il y avait un petit coin où on mettait la chèvre, une petite étable même. C'est un incroyable retour en arrière, comme ça. Voilà, bon, alors ça, c'est pas de quoi culpabiliser, mais le sentiment de la culpabilité est à la fois politique, par le Bossuet, tout ça, et personnel aussi. On ne se sent pas bien, voilà. Arrive alors la libération. On l'a entendu tout à l'heure, votre père a beaucoup d'ambition pour vous. Il voudrait peut-être que vous soyez Anne Vickers, justement, que vous soyez médecin. Vous-même, vous envisagez à un moment peut-être d'être missionnaire, en tout cas, c'est partie des rêves que vous avez, mais finalement, vous allez choisir l'histoire, les études d'histoire. Pourquoi ce choix, Michel ? Je dirais, il y a des raisons peut-être négatives, et puis des raisons beaucoup plus positives. Négatif, par exemple, mon père me poussait beaucoup vers la médecine, qu'il aurait lui-même aimé faire, qu'il n'avait pas fait, etc. J'ai consulté mes profs, il y avait des étudiants, comme je le disais, donc j'ai demandé à celle qui nous enseignait les sciences là, oh, elle m'a dit, Michel, vous n'êtes pas bonne en sciences, donc vous feriez mieux de faire... Alors à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, elle a raison, et l'histoire m'intéressait beaucoup. Ça, alors vraiment beaucoup, pas tellement par les cours qu'on avait faits, encore que c'était les religieuses moyennes dans tout ça, mais elles faisaient appel à des gens extérieurs. Et on avait des aumôniers, des prêtres, oui, de l'Institut catholique, qui évidemment avaient un niveau très supérieur à celui de ces braves religieuses, et qui nous enseignaient l'histoire de la Bible. Et quelque chose pour moi, une espèce d'illumination, c'est peut-être beaucoup dire, les manuscrits de la mer morte. On a découvert dans ces années-là, les années 47 par là, les manuscrits, 47, 46, les manuscrits de la mer morte. Ces manuscrits de la mer morte, pour moi, ça représentait une espèce d'interrogation, de révélation. On pouvait trouver, comme ça, presque la géologie, les fouilles. Il y avait des civilisations, des traces de civilisations qui étaient ensevelies sous la terre, et en faisant de l'histoire, on pouvait retrouver tout ça. Ça fait partie des choses qui m'ont motivé, si vous voulez. Et puis, d'autre part, j'étais quand même pleine d'interrogations sur ce que nous venions de vivre. On avait vécu la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et Dieu sait ce que c'était. Et comment. Mais en même temps, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, pourquoi telle ou telle chose, etc. Donc je me disais que l'histoire était un instrument probablement de compréhension. Voilà. Toutes ces raisons-là m'ont poussé vers l'histoire, et je peux vous dire que c'est quelque chose que je n'ai pas regretté. Nous non plus. Et là, vous allez commencer assez vite vos études avec quelqu'un qui va être important dans votre vie, dans votre formation, dans vos recherches, qui est Ernest Labrousse. J'aimerais qu'on dise un mot de lui parce que je ne suis pas sûr que le public sache ce qu'il représentait à l'époque dans le monde de la recherche et du monde universitaire. Ernest Labrousse, qu'on a vu tout à l'heure dans le documentaire, a introduit l'histoire économique et sociale, voilà, qui n'existait pas à l'université. Ça n'existait pas. C'est lui qui a été un des premiers à le faire. Il venait du droit, il avait fait des études de droit et d'économie. L'économie à cette époque-là se faisait dans les facs de droit. Après, elle a pris évidemment beaucoup d'extension. Et il apparaissait à la Sorbonne, qui était un petit peu somnolent, il y avait très bon professeur, enfin c'était un petit peu rond. Lui, d'abord, il avait une manière de parler un peu parlementaire, un peu député, vous voyez, enfin, une certaine éloquence, voilà. Et puis, cette histoire économique et sociale nous est apparue comme la modernité. Et je veux dire que je n'étais pas toute seule. Tous ceux qui ont marqué l'histoire,
cette génération. Je pense à Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques et Mona Ozouf, Pierre Deillon, Jean-Nicolas, etc. Et beaucoup d'autres étaient tous des élèves de la Brousse. Nous étions femmes. Par ailleurs, l'enseignement de la Brousse coïncidait aussi avec l'idéal social qui était le nôtre. Car on est dans ces années d'après-guerre où, ça a été un petit peu rappelé là dans le documentaire, en effet, le problème social se pose, la reconstruction de la France, le développement du mouvement ouvrier, etc. etc. Toutes ces choses-là, c'était la modernité. Et par conséquent, l'enseignement de la Brousse répondait à ça. Voilà. Et donc, il avait beaucoup de demandes. Il était accablé de demandes, le pauvre Labrousse. Enfin, il a bien voulu m'accueillir et il m'a toujours soutenu. Vraiment, je lui dois beaucoup. Alors là, il y a une anecdote qui a retenu mon attention. Vous rappelez, que vous avez rappelé souvent, c'est que arrive le moment de préparer un mémoire, surtout de maîtrise, et il vous demande si vous avez envie de travailler sur un sujet. Et donc vous lui suggérez, puisque le deuxième sexe vient de paraître en 1949, de travailler sur l'histoire du féminisme. Et là, je ne sais pas s'il rit ou s'il sourit, mais enfin, il vous fait comprendre que si vous voulez faire carrière, il faudrait peut-être vous intéresser à un sujet plus sérieux. Et c'est pas vous diriger, on l'a entendu, vers la grève des ouvriers. Toutefois, ce qui m'a arrêté, c'est le fait que quand plus tard, vous allez revenir sur votre entrée en féminisme et sur le début de l'histoire des femmes, vous dites, battant votre cool, en disant, vous savez, moi, le féminisme, ça ne m'intéressait pas vraiment jusque-là, je l'ai découvert avec le MLF. Alors là, ça ne colle plus, parce qu'en fait, vous n'avez pas attendu les MLF pour vous intéresser au féminisme. Après tout, si vous avez dit, banco, Michel, on travaille sur le féminisme, vous seriez parti vaillamment. Oui, c'est vrai. Sans doute c'est vrai, mais je me demande si je le voulais vraiment. Voilà. Je pense que l'air du temps, un petit peu, passait à travers moi, ce qui m'est arrivé souvent d'ailleurs, et je le dis avec, avec modestie, si vous voulez, parce qu'il ne faudrait pas être trop sensible à l'air du temps, hein, il faudrait mieux être plus autonome, etc. Donc, je pense que ça a passé comme ça, voilà. Mais j'étais au fond très content qu'il ne le prenne pas. Voilà, c'est ça les contradictions. Et au fond, travailler sur le social, sur les grèves, c'était bien. J'étais contente de faire ça. Alors on va reparler de vos travaux sur le monde ouvrier, mais j'aimerais qu'on parle des années qui ont été très importantes pour vous, qui ont été les années au lycée de jeunes filles de Caen, puisqu'après avoir passé l'agrégation, vous allez être nommé à Caen. Ça a été des années, vous le rappelez souvent, d'une grande richesse, aussi bien d'un point de vue personnel qu'intellectuel. D'abord, il y a votre mari, bien sûr, mais il y a aussi des amitiés durables avec Nicole Le Douarin et Mona Ozouf. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces années, parler d'une bande de copains? Qu'est-ce que finalement ces années à Caen ont représenté pour vous? On est finalement entre le début de vos recherches sur le monde ouvrier et la thèse qui va venir, qui n'est pas encore rédigée à ce moment-là. Caen, ça a été une période très très heureuse de ma vie, et des apprentissages, tous les apprentissages. L'apprentissage professionnel. J'ai été nommé à Caen après la grève en 1951. J'y ai d'ailleurs enseigné 2 ans seul. Je me suis marié à la fin de la 2e année. Et bon, j'ai découvert plein de choses. J'enseignais dans un lycée, moi qui avais été élevé dans un cours libre. Je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai adoré ces années-là. J'ai beaucoup aimé mes élèves. Il y en a encore quelques-unes de ce temps-là. Il m'arrive de croiser, de revoir. C'était une période formidable. Et puis l'apprentissage amoureux, l'apprentissage conjugal, voilà, les apprentissages politiques aussi. Politiques parce que nous étions très politisés, et à ce moment-là, évidemment, le documentaire le raconte, adhésion à la suite de nos amis d'ailleurs, c'était plutôt Nicole Le Douarin, surtout les Ozouf,
Jacques et Bonhoeffer étaient au Parti communiste. Et ils y étaient parce que ça leur paraissait logique, étant donné ce que nous pensions de la société. Et on y a été, à la vérité, on n'y est pas resté longtemps. Ceci étant, la cellule de Caen, enfin, juste un mot, la cellule Sanpé, elle s'appelait comme ça, était extrêmement sympathique. Et j'ai fait là des rencontres qui n'ont pas été éternelles, mais de belles figures, vraiment, ouvrières. C'était vraiment des gens très très bien. Simplement, oui, l'évolution du Parti communiste, de l'Union soviétique, ne nous a pas entraînés à rester longtemps. Mais l'expérience était intéressante. Autrement dit, cette période de Caen, c'est plein de choses. Je pourrais vous parler aussi beaucoup de cinéma, parce que Jean-Claude et moi, nous animions le ciné-club. Alors, bon, on s'en occupait beaucoup. Je me demande même comment on arrivait à faire tout ce qu'on faisait à cette époque-là. Beaucoup de choses. Mais c'est pas vous qui avez programmé Dieu créa la femme. C'était pas autorisé dans l'école de jeunes filles, je pense, quand même. On a adoré ce film. Et on a adoré Brigitte Bardot, ça documentaire. Alors c'est une année d'engagement, mais aussi de désengagement d'une certaine façon. Vous le rappelez aussi dans le documentaire, puisque c'est le moment où la foi, en tout cas la religion, qui avait occupé une place importante dans votre éducation, vous quitte définitivement. Et vous dites finalement, ma décision de faire de l'histoire ouvrière s'enracine dans cette conjoncture, c'est-à-dire de l'engagement politique et du désengagement religieux, qui en explique aussi la démarche. Faute d'engagement physique ou directement politique, prendre la classe ouvrière comme objet de recherche me semblait une façon de la rejoindre, voire de la servir, en contribuant à sa connaissance et à sa reconnaissance. Et ce sera donc la thèse que vous consacrez aux ouvriers en guerre dans les premières années de la Troisième République, en tout cas de la Commune jusqu'au 1er mai 90. L'histoire que vous pratiquez, c'est celle de la brousse, c'est celle des chiffres, de l'archive, d'une certaine exigence qui peuvent paraître à nos regards un peu rébarbatives, il faut quand même le dire. Quel souvenir vous gardez de cette préparation de cette thèse? On dit que ça marque durablement. Oui, ça marque durablement. De la brousse, je garde ce sentiment, enfin, ce souvenir de la rigueur. La brousse fonctionnait avec des espèces de devises comme ça. Beaucoup de travail, peu de résultats. Il fallait aller dans les archives, il fallait faire des calculs, il fallait faire des cours, parce que c'était une histoire très quantitative. Alors, j'admire cette rigueur, je m'y suis plié, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Ceci étant, peut-être qu'il y a eu beaucoup de temps perdu aussi. Je me dis qu'on a passé un temps fou pour ces choses-là. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Voilà, quelquefois je suis un petit peu sceptique. Par la suite, parce que la littérature, par exemple, c'était une source impure. Un historien ne pouvait pas faire de l'histoire avec de la littérature, parce que la littérature, c'est la littérature. Donc, il y avait l'idée que la littérature est subjective et que les documents d'archives sont objectifs, ce qui est évidemment critiquable, évidemment. Mais bon, ça, c'est l'évolution de l'histoire, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, mes sentiments sont de gratitude, des apprentissages, etc. Et en même temps, un petit peu, si vous voulez, je porte finalement sur mon évolution un regard quand même un petit peu sceptique, distancié. Je me dis, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai été faire là? Quelle idée d'avoir fait ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt ça et ça? Enfin, voilà. Oui. Et pourtant, un certain scepticisme vis-à-vis. Et pourtant, Michel, ce travail sur le monde ouvrier, on a l'impression qu'il irrigue quand même toute votre œuvre. On le retrouve dans l'histoire de chambre, on le retrouve dans Lucie Beau, bien sûr, dans des textes qui courent assez loin dans votre carrière. Et j'aimerais que Sabine nous lise un extrait que vous consacrez aux chambres ouvrières, justement, et qui nous montre l'acuité de votre regard sur cette question de la chambre dans le monde ouvrier, et qui résonne, je crois, aussi encore beaucoup aujourd'hui. Avoir sa chambre,
avoir sa clé, c'est un changement décisif. La clé, c'est une chose incroyable, dit Farid. Le jour où j'ai eu une clé et où j'ai eu ma quittance de loyer, j'ai remarqué que les portes s'ouvraient toutes seules. J'étais toujours bien rasée, les yeux bien ouverts, la tête bien reposée, mon linge propre. Tout était à sa place. Je pouvais arriver devant un patron. Je pouvais vivre avec ma femme. Dans un processus d'intégration difficile, mais au bout du compte réussi, l'habitat joue un rôle majeur. Le couple finit par obtenir un appartement dans une HLM. On avait une chambre. Karim aussi avait sa chambre. Ils peuvent reprendre leur enfant, placer et trouver du travail. Farid obtient un emploi de gardien d'immeuble. Ce récit de vie montre combien la question du logement est cruciale, plus encore aujourd'hui peut-être, en raison de l'exigence de stabilité et des contrôles sociaux. Le droit au logement, base de la citoyenneté, devrait désormais faire partie des droits de l'homme. Ce travail de recherche, il ouvre aussi sur un engagement et un engagement citoyen. Comment vous avez vécu cette articulation, vous, dans votre vie personnelle, entre ce travail que vous meniez sur le monde ouvrier et votre engagement de gauche? Quelle question. Je pense que j'ai eu peut-être tendance à penser que, en définitive, ce que je pouvais faire de mieux, c'était le travail intellectuel, l'écriture, etc. Voilà. Et probablement, c'est peut-être pas très juste de penser ça. Hein. Voilà. Et mes engagements, j'en ai eu quand même pas mal au cours du temps. C'était un petit peu, c'était pas l'essentiel quand même. J'en tirais plus de choses pour moi, j'avais l'impression, j'en tirais plus de choses pour moi dans les relations que je pouvais avoir avec le monde ouvrier par exemple, ou avec les militantes féministes. J'en tirais plus de choses pour moi que je donnais dans ces choses-là. J'avais l'impression que ce que je pouvais faire moi, c'était par la recherche. Mais c'est peut-être ridicule. Hein. C'est peut-être pas juste tout ça. Comme ça. Alors nous arrivons au début des années 70, et là c'est Jussieu, c'est une université ouverte au vent nouveau, comme vous le dites, très, très, très politisée. Et là il y a deux champs de recherche qui vont vous occuper, qui peuvent nous paraître assez différents l'un de l'autre, mais qui, vous le suggérez, ont finalement une parenté, l'histoire des prisons et l'histoire des femmes. Alors, avant de parler de l'histoire des femmes, qui est peut-être le versant le plus connu de votre œuvre, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'histoire des prisons et sur deux personnes capitales dans votre parcours à ce moment-là, qui sont Michel Foucault d'un côté et Robert Badinter de l'autre. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler d'abord de votre rencontre avec Michel Foucault? Bien sûr, ce sont deux hommes qui ont beaucoup compté pour moi. Michel Foucault, je l'ai rencontré par les prisons. C'était en 1973. Il y avait eu le thème des prisons était en train d'émerger dans la recherche et le CNRS avait organisé une rencontre à ce sujet qui se tenait d'ailleurs à rue à l'école normale supérieure. Et moi je travaillais là, ça m'intéressait, j'avais commencé à travailler là-dessus. Donc j'ai présenté une communication sur les prisons en France au 19e, etc. Et Michel Foucault était là. Il était dans le fond de la salle, une salle plus petite que celle-là, tout timide, tout beau. Et à la fin, j'ai fait ma communication, tout ça. Il vient me voir et il me dit ça m'intéresse, moi je travaille là-dessus aussi. Est-ce que vous pourriez me donner votre texte? Oh, je dis bien sûr, évidemment. Hein. Donc je lui ai remis mon texte et quelques jours plus tard, pas tellement longtemps, une semaine peut-être, il me téléphone, il me dit c'est très intéressant, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, le point sur lequel il y avait son désaccord, c'est que je disais dans mon texte que la prison échoue. Hein. Il y avait eu une espèce de conviction que la prison servait à quelque chose au 19e, et puis ça s'était effacé.
Et il me dit, la prison, l'échec de la prison, c'est pas un échec, elle est faite pour ça. Hein. Elle est un instrument de gestion, comme la fameuse formule, de gestion des illégalismes. Donc il n'y a pas d'échec de la prison. C'est pas quelque chose qui échappe comme ça, c'est quelque chose qui fait partie des systèmes de pouvoir. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait, mais évidemment, ça m'a amené à réfléchir beaucoup. Et le grand livre de Michel Foucault, toute son œuvre est extraordinaire, mais Surveiller et punir, naissance de la prison, paru en 1975, c'est évidemment un très grand livre. Très grand livre. Donc j'ai beaucoup admiré. Nous avons gardé toujours des contacts amicaux, mais il est mort en 84, Michel Foucault, donc très tôt. C'était vraiment un homme remarquable, tout à fait remarquable. Robert Badinter, c'est autre chose. C'est 10 ans plus tard, je reçois un coup de fil du cabinet de Badinter, qui était à ce moment-là président du Conseil constitutionnel. Madame, est-ce que M. Badinter peut vous téléphoner? Bon, évidemment. Évidemment. Alors, je reçois un coup de fil de Badinter, et Badinter me dit, écoutez, voilà, la présidence du Conseil constitutionnel, oui, tout ça, moi je voudrais continuer la recherche de Michel Foucault. Ah, il me dit ça en une minute. Autrement dit, le lien était explicite. Bon, et j'aimerais beaucoup, me dit-il, vous rencontrer, parce que je sais que vous avez travaillé avec Foucault, et j'aimerais bien parler avec vous de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Alors, je passe sur les détails, nous nous sommes rencontrés, et on a décidé de faire un séminaire qui se tenait à l'école des études, qu'évidemment, la tambouille, je l'organisais, bien sûr. D'abord, c'était souvent mes étudiants jussieux qui venaient plancher. Il y a donc eu une période, ça a duré 5 ans surtout. Enfin, après, ça a continué, mais il y a eu 5 ans très intenses, en 86-91. C'était passionnant, parce que il y avait, moi j'arrivais avec les étudiants d'histoire, etc., les historiens, et je développais ce thème de la recherche sur les prisons, et les étudiants étaient enthousiastes, hein, ils voulaient des sujets là-dessus, et Badinter venait avec tout le monde qui l'entourait, les avocats, l'administration pénitentiaire, que sais-je. Donc c'était un séminaire extrêmement vivant, et ça a été une période évidemment très intéressante. Et de ce séminaire, qu'on avait fait porter sur la prison républicaine. Parce que le problème de Badinter, c'était, il était un homme profondément républicain. Sur ce plan, c'est d'ailleurs très intéressant, il prenait ses distances par rapport à Michel Foucault. Et il me disait, Michel Foucault, je l'admire beaucoup, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, parce que lui, il critique tous les pouvoirs, pour lui, la République, c'était absolument fondamental, et alors son problème, c'était, dans la République, quelle prison peut-on faire? Est-ce qu'on peut faire une prison républicaine? Voilà. Hein. Parce que, disait-il, c'est bien joli de critiquer la prison, mais comment punir? Et est-ce qu'on peut imaginer une société sans punition? Non. Les gens se plaignent quand ils ont subi un tort, ils se plaignent. La justice est quand même un fondement de la société démocratique. Et son problème était ça. Hein. Comment faire une prison républicaine? Alors, le séminaire a porté là-dessus, sur la prison républicaine, et il a publié un livre sous ce titre-là, La prison républicaine, qui est tout à fait intéressant. Notamment parce qu'il y a un très beau texte de Michel Perrault que nous allons entendre un extrait. L'impossible cellule. La situation théorique de la cellule a changé. Elle est devenue un droit, souvent appuyé par un désir de la majorité des incarcérés eux-mêmes, et une réalité de plus en plus hors d'atteinte. La situation française est à cet égard exemplaire de l'écart entre principe et réalisation.
En 2000, la loi Guigou réaffirme le principe, mais l'assortit d'un moratoire de 3 ans, repoussé à 5 ans en 2003. En 2009, la loi du 25 novembre réitère et le principe et le moratoire, cette fois de 5 ans. À son expiration en 2014, la garde des Sceaux, Madame Taubira, réformiste convaincue mais consciente des obstacles, sollicite un nouveau délai qui lui est refusé dans l'attente d'un nouvel état des lieux par une commission parlementaire. Celui-ci établit que sur 67 806 hébergés, seuls 26 341, soit 38,4%, disposent d'une cellule individuelle. La situation convenable dans les centrales moins peuplées est effrayante dans les maisons d'arrêt, submergées par les courtes peines et par les prévenus dont les délais procéduraux ne cessent de s'allonger. Dans certains cas, on est même incapable de fournir une couchette à chacun. En septembre 2014, 12 040 détenus étaient considérés comme en surnombre et 1197 dormaient par terre sur un matelas. La dégradation de la condition carcérale est régulièrement dénoncée par les rapports de Jean-Marie Delarue ou les études de l'Observatoire international des prisons qui insistent sur les effets délétères de la surpopulation. Récemment, la France s'est vue rappeler à l'ordre par l'Europe pour le mauvais état de ses prisons. Les experts estiment qu'il faudrait des milliards d'euros pour atteindre 100% de prisonniers seuls en cellule, et cela seulement à l'horizon de 2018. Le besoin d'une cellule qui soit un espace personnel s'affirme avec une force encore plus grande dans les centrales, où les condamnés à de longues peines s'efforcent de la personnaliser par des photos, des posters, de menus objets, quelques coussins sur le lit, devenus meuble numéro 1. Mais l'administration pénitentiaire ne l'entend pas de cette oreille. Des inspections inopinées, souvent effectuées par des brigades spéciales, capables de fouilles ravageuses et vexatoires, viennent rappeler aux détenus qu'ils ne sont pas à l'hôtel et que décidément une cellule n'est pas une chambre, même si elle aspire à le devenir. Pour toutes ces raisons, l'illusion de la cellule mériterait de devenir réalité. On le voit, ce texte colle à notre actualité et peut-être certains feraient bien de relire Michel Perrault, mais ça c'est un autre sujet. Dans ce moment-là, il y a de forts engagements, et notamment un qui vous tient à cœur, qui est peut-être lié d'ailleurs à votre amitié avec Michel Foucault, c'est quand vous rejoignez le Conseil national du sida à partir de 1989 à la demande du cabinet de Michel Rocard, et vous allez faire une autre grande rencontre amicale importante, c'est celle de Françoise Héritier. Je voudrais aussi saluer la mémoire de Daniel Defer, qui habitait pas très loin d'ici, voilà, et qui nous a quittés il y a 3 ans. À propos de cette expérience, vous écrivez « Le sida était un révélateur, il fut aussi un transformateur ». En quoi, Michel Perrault ? Parce que le sida a d'abord été attribué et développé peut-être aussi dans les milieux homosexuels, et les homosexuels se sont, j'allais dire, emparés. Vous voyez comment je prends ça? Ils ont pris leur sort en main, voilà. Ils ont pris leur sort en main par rapport à cette maladie, ce qui est rare finalement. C'est rare qu'on gère sa propre maladie, sa propre, on ne peut pas dire épidémie, c'est pas le mot ne convient pas. Ils ont fait preuve d'une autonomie, d'une raison, d'une volonté en même temps que les instruments de la science soient employés pour lutter contre la maladie, qui a été tout à fait remarquable. Et au Conseil national du sida, évidemment, nous voyons beaucoup d'aide, par exemple, où Daniel Defer, dont vous venez de parler, était un militant de aide. Il a été très important. Voilà. Donc, ça a été une expérience. Alors, heureusement, il y a eu la découverte des trithérapies. Les trithérapies ont, Dieu merci, arrêté l'épidémie de sida parce qu'elles ont permis de guérir, d'en sortir. Le sida maintenant est une maladie, certes, mais enfin une maladie qu'on soigne et qu'on peut absolument juguler. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs années où on voyait les gens mourir du sida. C'était terrible. C'est en 89 que Rocard m'avait
demandé, enfin son cabinet m'avait fait demander de participer au Conseil national du sida. Et dans ces années-là, les trithérapies n'existaient pas. Et par fonction même de ce conseil, on connaissait beaucoup d'homosexuels. Et on passait notre temps à aller dans les enterrements. Mais c'était effrayant. C'était absolument effrayant. Et puis les trithérapies ont été découvertes. À ce moment-là, alors, ça y est, ça a été jugulé, c'était quelque chose. Mais de toute manière, ça a été une expérience par ailleurs. Hein. Une grande expérience pour les milieux homosexuels et puis pour. J'allais dire, comment dire ça sans. Il y a une espèce de. Les homosexuels ont été inclus dans la cité parce qu'ils ont été capables de la changer. Voilà. Et par conséquent, ça a constitué une véritable expérience sociale et politique, même si on n'aurait pas souhaité que ce soit comme ça, bien sûr. Et puis au début des années 70, il y a le cours qui va décider d'une grande partie de votre carrière et de la suite de vos travaux de recherche au printemps 73. Avec Pauline Schmitt et Fabienne Bock, vous décidez de créer un séminaire, Les femmes ont-elles une histoire? Un titre un peu provocateur, qui allait s'avérer révolutionnaire et qui allait rompre le silence. J'aimerais que Sabine nous lise un extrait des premières pages de Mon histoire des femmes. Écrire l'histoire des femmes, c'est sortir du silence où elles étaient plongées. Mais pourquoi ce silence? Et d'abord, les femmes ont-elles seulement une histoire? La question peut paraître étrange. Tout est histoire, disait George Sand, comme plus tard Marguerite Yourcenar. Tout est l'histoire. Pourquoi les femmes n'appartiendraient-elles pas à l'histoire? Tout dépend du sens que l'on donne au mot histoire. L'histoire, c'est ce qui se passe. La suite des événements, des changements, des révolutions, des évolutions, des accumulations qui tissent le devenir des sociétés. Mais c'est aussi le récit que l'on en fait. Les Anglais distinguent story et history. Les femmes ont été longtemps hors de ce récit, comme si, vouées à l'obscurité d'une inénarrable reproduction, elles étaient hors du temps, du moins hors événement, enfouies dans le silence d'une mer abyssale. Ce silence profond, les femmes n'y sont certes pas seules. Il enveloppe le continent perdu des vies englouties dans l'oubli où s'abolit la masse de l'humanité. Mais il pèse plus lourdement encore sur elles. Et ceci pour plusieurs raisons. L'invisibilité. D'abord parce qu'on voit moins les femmes dans l'espace public, le seul qui pendant longtemps méritait intérêt et récit. Elles œuvrent dans la famille, confinées dans la maison ou ce qui en a lieu. Elles sont invisibles. Pour beaucoup de sociétés, l'invisibilité et le silence des femmes font d'ailleurs partie de l'ordre des choses. C'est la garantie d'une cité paisible. Leur apparition en groupe fait peur. Chez les Grecs, c'est la stasis, le désordre. Leur parole publique est indécente. Les femmes doivent demeurer dans le silence, dit l'apôtre Paul, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Elles doivent payer leur faute d'un silence éternel. Même le corps des femmes est frais. On le préfère voiler. Les hommes sont des individus, des personnes. Ils ont des noms qu'ils transmettent. Certains sont grands, de grands hommes. Les femmes n'ont pas de nom, tout juste un prénom. Elles apparaissent confusément dans la pénombre de groupes obscurs. Les femmes et les enfants, d'abord, ou à côté, ou en dehors, selon les cas. L'expression classique traduit cette globalisation. Au début de Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss décrit un village après le départ des hommes pour la chasse. Il n'y avait plus personne, dit-il, excepté les femmes et les enfants. Alors cela paraît aujourd'hui impensable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de femmes dans l'histoire, qu'il n'y ait pas eu d'histoire de femmes, mais tout ça est devenu impensable grâce à vous. Comment est née cette idée d'une histoire des femmes en 1973, dans ce petit groupe où vous étiez toutes les trois? Comment ça s'est fait et comment ça a été reçu à ce moment-là? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, tout ça, au fond,
c'est encore une fois très collectif. Hein. Dans ces années-là, les années 70, bah oui, il se passe beaucoup de choses. Il y a le mouvement de libération des femmes, etc. Et ça a beaucoup d'effets dans le milieu universitaire, par exemple. Les littéraires, hein, Christine Planté, là, vous pourrez en parler, à Jussieu, nous retrouvions souvent, mais les littéraires faisaient la même chose. Ils découvraient la littérature des femmes, etc. Il y a eu évidemment plusieurs milieux académiques, si on peut dire, touchés par ça. Les sociologues. Hein. Pour moi, une femme comme André Michel a été extrêmement importante. Bon, les littéraires qui découvraient beaucoup de choses, et nous, les historiens aussi. Et si vous voulez, je baignais dans ce bain et je me disais, bah oui, mais en histoire, moi je dis rien. Le documentaire le rappelait, je fais des choses comme ça, mais je dis rien. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça serait bien peut-être de faire un cours sur l'histoire des femmes. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ça a démarré, vous voyez, moi je suis là et puis il se passe plein de choses autour. Ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus collectif. Voilà, c'est comme ça que ça se fait l'histoire souvent. Oui, mais il faut parfois quelqu'un pour l'incarner et elle est à ma gauche. Alors, comme si, vous le dites, il y avait eu une sorte de refoulée, d'ailleurs de votre part aussi, il y a une parole qui se libère à ce moment-là et l'histoire des femmes va devenir votre préoccupation constante jusqu'à aujourd'hui. En 1975, dans la foulée du séminaire, vous créez avec Françoise Bach le GEF, le groupe d'études féministes, qui a été actif pendant 15 ans. Il a accueilli d'ailleurs beaucoup de membres du MLF, beaucoup qui sont venus d'ailleurs ici pour l'hommage à Cathy Vernet il y a quelques mois, Liliane Candel, Françoise Fick, Geneviève Fraisse. En quoi consistait ce cours et comment s'articulait votre travail avec le MLF justement? Entre d'un côté cette parole militante, on a entendu très joyeuse, disruptive, très créatrice, et votre travail d'historienne. Comment se fait l'interface entre le MLF et les cours d'histoire? Alors, le travail d'historienne, très autonome. Hein, très autonome, d'abord parce que j'ai toujours voulu, mais je ne suis pas seule dedans. On ne voulait surtout pas faire une histoire au service de. Hein. Quand on avait fait l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, qui a été une grande préoccupation de ma génération, 15 ans auparavant, on ne voulait surtout pas la mettre au service du Parti communiste, etc. Non, parce que notre idée, c'était le mieux que l'on puisse faire pour une cause, mettons, c'est la recherche de la vérité. Alors vous allez me dire que c'est ridicule, la vérité, sans doute, peut-être. La quête de la vérité, c'est une illusion probablement, mais enfin c'est une illusion motrice. Hein. Et par conséquent, on pensait qu'il fallait une indépendance extrême. Hein. On ne fait pas de l'histoire au service de quelque chose. Certes, les objets d'histoire vous sont plus ou moins soufflés ou dictés par l'actualité, et s'en emparer, en faire quelque chose, me paraît raisonnable, hein, et même important. Les migrations, il y a des migrations, eh bien, un historien va se dire, mais quelle est l'histoire des migrations? Rassurez-vous, ça a été fait, etc. Comment vivent les migrants? Voilà, mais bien entendu, c'est une recherche, et la recherche a ses règles, elle a sa rigueur, et là, j'entends la voix de mon maître Labrousse, hein, et ça me paraît en effet important. Donc une grande autonomie. Alors, pour revenir au GEF avec Françoise Bach, Liliane, tous ces noms que vous avez évoqués qui ont été tellement importants, c'était pas tellement le MLF, c'était nous. Nous voulons un groupe de réflexion pour nous. Voilà. Nous voulons, on fait des tas de trucs, on fait des cours, on fait des séminaires, mais nous avons besoin de réfléchir pour nous. Il paraît des livres aux États-Unis, les États-Unis étaient bien en avance sur nous, sur ce plan. Eh bien, il faut amener ces bouquins, les lire, celles qui savent l'anglais qui vont plus vite que nous, etc., etc. Donc, c'était plutôt
un groupe de réflexion personnelle et d'appropriation personnelle. Et le MLF, c'était plutôt les manifs dans la rue, on allait, à ce moment-là, on était autre. Mais on a toujours, au fond, voulu que ce soit indépendant. Des choses indépendantes, des espaces indépendants. Alors à partir de l'année 70, vous commencez à diriger des thèses. Et là, vous allez avoir un travail très important de passeuse, en tout cas de transmission. Il y a d'ailleurs certains de vos élèves, les anciens élèves qui sont ici. Alors j'aimerais savoir, Michel Perrault, quel professeur étiez-vous? Alors j'entends tout de suite, vous allez me dire, vous n'avez qu'à leur demander à eux. Donc j'ai choisi une de vos élèves, une des plus célèbres, Laura Adler, et voilà ce qu'elle dit. J'ai eu la chance de pouvoir suivre votre enseignement. Ça a changé ma vie. Cet enseignement d'histoire des femmes était une véritable révolution mentale et intellectuelle. Nous avions donc notre histoire. On était fiers de pouvoir apprendre une partie de notre histoire grâce à vous. Mais il y avait aussi la réassurance de notre engagement féministe qui, par ailleurs, constituait un autre volet de notre vie privée. Et il y avait aussi vous. Cette manière d'enseigner à égalité avec les étudiants, sans compter les invités, les personnalités de la société civile qui venaient à votre séminaire, c'était tout un monde. Alors qu'est-ce que c'était que le monde de Michel Perrault, professeur? Surtout quelqu'un qui ne se pense pas comme professeur. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire tout ça. Laura Adler évoque le séminaire. Et c'est vrai que ce séminaire a été, pendant plusieurs années évidemment, un lieu de grande liberté, de communication, d'échange, de discussion, etc. C'est de la chance de pouvoir faire ça. C'est tout. Et puis dans les années 80, il va y avoir la grande aventure éditoriale, l'histoire des femmes en Occident. Alors parler de l'histoire des femmes en Occident, c'est peut-être d'abord parler d'un collectif. Vous le rappelez souvent, je voudrais citer leurs noms: Pauline Schmitt, Christine Clapy, Charlotte Farge, Nathalie Zaman-Davis, Geneviève Fraisse, Françoise Thébault. Avant que nous revenions ensemble, et Georges Duby, je vais laisser l'autre de côté, mais Georges Duby comme co-directeur avec vous en effet. Avant que nous revenions sur l'œuvre et cette entreprise, j'aimerais m'arrêter sur cette notion justement de collectif. Vous insistez beaucoup là-dessus, sur le groupe, l'amitié, pas simplement le collectif en tant que méthode de travail, mais sur une forme d'entraide aussi. Alors, on a parlé de Mona Ozouf, de Nicole Le Douarin, d'Arlette Farge. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le collectif, cette entraide? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un goût profond? Est-ce que c'est aussi une forme de protection? Parfois, dans certaines confidences, dans des entretiens, vous semblez dire, mais ce travail collectif m'a peut-être aussi un peu éloigné de travaux plus personnels. Oui, tout est vrai dans tout ça. Le collectif, d'une certaine manière, s'imposait. On ne pouvait pas défricher, surtout au début de l'histoire des femmes, on ne savait pas très bien comment faire. Donc, il valait mieux être plusieurs. Et encore une fois, ces groupes, ces séminaires internes d'appropriation, où chacune apportait un petit peu sa pioche, au fond, c'était vraiment très, très important. Oui, voilà. Alors, que tout ça m'ait empêché de faire des choses plus personnelles, probablement, mais peut-être c'est de ma faute. Peut-être même, était-ce une protection, vous l'avez dit à l'instant, peut-être que je fuyais la solitude de l'écriture. Et en définitive, c'est peut-être là mon regret. C'est au fond, ce que j'estime le plus, dans le fond, c'est justement l'écriture, l'écrivain. Et je ne me considère pas comme une écrivaine, et je le regrette. Voilà. Nous ne partageons pas votre regret, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, l'histoire des femmes en Occident, au moment où Laura Adler vous interviewe, elle fait un lapsus qui m'a paru intéressant. Elle vous dit: bon, Michel, on vous doit beaucoup car vous avez écrit l'histoire des féministes, des féminismes. Alors, non, j'ai écrit l'histoire des femmes en Occident. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce lapsus parce que on peut comprendre évidemment que l'histoire des femmes, c'est plus large que l'histoire des féminismes, mais est-ce que entreprendre une histoire des femmes, ce n'est pas un acte féministe? Oui,
probablement. Sans doute, c'est un acte féministe, oui, bien sûr. C'est, de toute façon, dire dans des choses, que les femmes ont une histoire, qu'elles ont été oubliées, que comprendre une société, parce que ça, c'est important aussi. C'est pas seulement faire l'histoire des femmes comme ça, dans un petit sanctuaire, c'est réintégrer dans l'ensemble de l'histoire les femmes, qui est quand même un rôle. Hein. Comprendre une société, c'est la comprendre entièrement, dans les rapports masculins-féminins. Comment comprendre l'histoire de l'amour? C'est une très belle histoire, avec ses bruits et ses fureurs. Si on ne traite pas du couple, et par conséquent de la présence des femmes. Oui, ça me paraît important, mais vous m'aviez posé une autre question. Qui était... C'était ça que vous me demandiez ou autre chose? Est-ce que c'est un acte féministe d'entreprendre l'histoire des femmes? Oui, ça l'est probablement. Hein. Ça l'est probablement, mais encore une fois, ensuite, dans la démarche, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, autonomie, pas d'obéissance à aucun mouvement organisé, bien entendu, ça va de soi. C'est un acte féministe, mais c'est un acte, j'allais dire, scientifique. Voilà, c'est aussi les instruments du savoir pour incorporer les femmes dans l'histoire et la comprendre mieux, la leur, mais celle de la société tout entière aussi. Alors, s'intéresser à l'histoire des femmes, c'est aussi repenser notre panthéon mémoriel. De ce point de vue-là, il y a quelques figures cardinales que vous évoquez régulièrement. Olympe de Gouges, Flora Tristan, dont vous étiez venu nous parler ici en 2013, dans cette même salle. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur George Sand, puisqu'on l'a retrouvé à l'instant. Vous rappelez dans le documentaire que George Sand, vous l'avez méconnu. Vous écrivez « Je participais à la dépréciation collective dont Sand a été victime après sa mort. Je la trouvais fade, décolorée, d'un âge qui n'avait plus grand-chose à dire aux filles de Simone de Beauvoir, dont je me revendiquais. » Et comme vous le rappelez dans le documentaire, c'est en fait la visite de Nohant qui vous a amené à la redécouvrir. Julia Kristeva a écrit à propos des maisons d'écrivains que ce sont des initiations à la lecture. Est-ce que vous diriez que Nohant a été véritablement votre initiation à la lecture de George Sand et en quoi? Oui, Nohant a beaucoup compté, ça n'y a absolument aucun doute là-dessus. Peut-être que Nohant venait dans une interrogation plus large des questions que je commençais à me poser sur elle. En effet, on va se répéter peut-être, George Sand ne m'intéressait pas. Voilà, ne m'intéressait pas. J'avais des idées, des préjugés sur elle absolument formidables. La bonne dame de Nohant, tout ça. Cette image de la bonne dame de Nohant qui a été une construction négative. Donc depuis, on a fait l'histoire, on a montré comment c'était venu et qu'elle n'était pas du tout enfermée dans cette idée de bonne dame de Nohant qui est un petit peu ridicule. Oui, sans doute que je cherchais, sans m'en rendre bien compte, et la rencontre avec Nohant, encore une fois habité par cette petite fille qu'on a vue sur l'écran tout à l'heure, oui, c'était une espèce de révélation. La beauté des lieux, la poésie des lieux, ça m'a beaucoup plu, ça m'a bien plu. Et je me suis dit, tiens, je suis là à côté parce que Jean-Claude était originaire de Châteauroux, donc quand nous allions voir ma belle-mère, on se baladait beaucoup dans le coin. Ben oui, il faudrait le dire un peu plus souvent. Et puis George Sand, alors j'ai regardé ce qu'elle écrivait quand même. Et alors, ma révélation, ça a été deux choses. Histoire de ma vie. Histoire de ma vie est une des plus belles autobiographies qu'on puisse imaginer. Hein. D'hommes et de femmes, et en tout cas unique. Il y en a d'autres, mais du point de vue femme, c'est formidable. C'est vraiment un très très grand livre. Et puis à côté d'Histoire de ma vie, il y a la correspondance de George Sand, publiée par un homme auquel tous les Sandiens doivent beaucoup, Georges Lubin. Georges Lubin a vraiment fait beaucoup pour l'œuvre de George Sand. Et
26 volumes de correspondance de George Sand existent aujourd'hui. 26 volumes serrés. Ça représente quelques 20 000 lettres sur peut-être 50 000 ou plus qu'elle a pu écrire. Autrement dit, on a là des sources personnelles d'une richesse mais extraordinaire, vraiment. Donc, se plonger là-dedans, saisir l'œuvre, mais aussi l'évolution de cette femme, les rapports politiques, les rapports familiaux que raconte la correspondance, oui, c'est formidable. D'ailleurs, vous savez, là aussi, j'obéis à quelque chose de beaucoup plus collectif, parce que depuis un certain nombre d'années, les Américaines ayant été pionnières, se sont développées en France les études sandiennes, comme on dit. Alors ça fait quand même longtemps. Et il y a eu beaucoup de choses là-dedans qui ont été faites. Ça n'est plus du tout un terrain neuf maintenant. C'est un terrain labouré, avec beaucoup de choses passionnantes, mais l'œuvre de Sand est tellement riche qu'il y a encore des choses à faire. En tout cas, si vous voulez voir ce que donne la visite d'une historienne d'une maison d'écrivains, je vous invite vraiment à lire George Sand à Nohant, qui est une somme tout à fait remarquable et passionnante sur la vie à Nohant. Alors, il n'y a pas que des célébrités, il n'y a pas que des génies, il y a aussi dans votre œuvre des figures féminines extrêmement attachantes. Et je pense à Lucie Beau, et j'aimerais que, avant d'en parler, Sabine nous lise ce début de Mélancolie ouvrière, un des très très beaux textes de Michel Perrault. Au fond, qu'est-ce qu'une héroïne? Sur le moment, je n'ai pas tellement cherché à le préciser. Pourtant, la question se pose. Héroïne, est-ce seulement le féminin de héros? Ces héros de l'histoire de France, célébrés par de récentes expositions, et dont Christian Amalvi ou Alain Corbin ont précisé la stature? De grands hommes, en somme, dignes du Panthéon, mâles monuments d'où les femmes sont absentes, excepté Madame Berthelot, qui accompagnait son mari, célèbre scientifique décédé en même temps qu'elle, et Marie Curie, dont on a si longtemps contesté qu'elle fut la créatrice de son œuvre. Mais qu'est-ce qu'une grande femme? La notion paraît presque incongrue, une femme étant toujours petite par définition. Question de musculature, de squelette, et de cerveau, de fonction et de genre. Il lui faut pour exister une part de virilité, comme celle que Victor Hugo reconnut à George Sand lors de ses obsèques. L'héroïsme féminin est le plus souvent un décalque un peu estompé, une extension des vertus guerrières et des rudes combats. Ou alors, une forme de sainteté, marquée par le sacrifice et la solitude, les armes des femmes, vouées à la passivité et au renoncement. Le dictionnaire Robert définit l'héroïne. Femme d'un grand courage qui fait preuve par sa conduite, en des circonstances exceptionnelles, d'une force d'âme au-dessus du commun. Et dans ce glissement de l'exploit au courage, du corps à l'âme, dans l'invocation de l'exception et de la distinction, se lie la difficulté de cerner la spécificité de l'héroïsme féminin. Un héros accomplit l'idéal de la vertu virile, une héroïne déroge à l'ordre traditionnel des sexes. Alors Lucie Beau, elle aussi, elle nous accompagne depuis longtemps, puisque vous la rencontrez au moment où vous travaillez sur votre thèse, sur les grèves des ouvriers, et elle va vous accompagner comme ça pendant près de 40 ans, jusqu'à ce que surgisse ce texte à la demande de Caroline Fourès, je crois, de Fiametta Wener. Qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous attache à ce personnage de Lucie Beau? Peut-être qu'on peut rappeler rapidement qui elle est et pourquoi elle joue un rôle dans votre pensée, mais aussi dans votre cœur, je crois. Lucie Beau, c'est à peu près 1870, 1913 ou 14. Vraiment, c'est cette période-là. Lucie Beau, je l'avais rencontrée il y a longtemps, quand je faisais ma thèse, probablement, je ne sais plus. Il y avait un texte publié par une revue, qui s'appelait la Revue Socialiste d'ailleurs, 1908 par là, 1908-1909, et qui était le récit autobiographique d'une ouvrière Lucie Beau. C'est très rare. Hein. Les ouvrières ne prennent pas la plume, enfin, elles ne parlent pas. Les femmes en général ne le font pas beaucoup.
Non, c'est différent, bien sûr. Mais alors, les ouvrières, pas du tout. Donc, ce texte m'avait beaucoup intéressé, je l'avais lu, etc. Mais mis de côté, bien entendu. Et quand Caroline Flourès, et Fiametta, Caroline n'a pas été mon étudiante, mais Fiametta, sa compagne, l'était, elles sont venues me dire, voilà, on lance, alors c'est amusant parce qu'elles lançaient chez Grasset, c'est ça, une collection d'eaux héroïnes. On vient d'en parler. Et elles me disent, voilà, on voudrait bien que vous commenciez la collection. Bon, je leur dis, écoutez, vous êtes bien gentils, moi, une héroïne, je sais pas. Georges Sand, peut-être. Oh non, elles me disent, non, pas Georges Sand, elle est bien trop connue. Bon, alors j'ai un petit peu réfléchi, et puis je leur ai dit, écoutez, peut-être je pourrais faire quelque chose sur Lucie Beau. Alors, dès que je leur ai raconté ça, ils m'ont dit, mais c'est formidable. Je leur ai dit, vous êtes bien gentils, mais j'ai rien. Hein, j'ai 3 fois rien là-dessus. Alors elle me dit, cherchez. Au retournement de la situation. Alors, c'est ce que j'ai fait. Hein. Comme j'ai un petit peu l'habitude quand même de faire de l'histoire, j'ai fait ça. Et j'ai commencé par aller dans l'Isère, à Visil, parce qu'elle était originaire de Visil. Il y avait un instituteur qui, dans la revue locale, c'était assez compliqué tout ça, avait publié quelque chose sur Lucie Beau. Je me suis dit, mais c'est formidable, il a trouvé des choses, lui. Alors je l'ai rencontré, on est devenus assez copains, et il m'a ouvert des chemins, et notamment le petit-fils de Lucie Beau existait encore. Malheureusement, lui, mon ami, là, l'a rencontré, moi, j'ai manqué le coche, il est décédé peu après. Mais enfin, il y avait quand même identification des lieux, notamment. Hein. En allant à Visil, j'ai été sur sa tombe, j'ai vu ses dates exactement, j'ai été dans sa maison, on savait où elle avait habité, dans les usines, il ne restait pas grand-chose des usines. Alors là, la désindustrialisation, elle a été très très visible, très sensible, etc. Enfin voilà. Donc j'ai fait des recherches multiples, et vous savez, c'est comme toujours, si vous cherchez, vous pouvez trouver, vous ne trouvez pas toujours ce que vous souhaitez. Ça, alors absolument. Mais les sources, ce qu'on appelle les sources en histoire, c'est pas magnifique d'ailleurs, hein, les sources. Mais les sources, elles sont là, elles foisonnent, elles coulent sous la terre, etc. Donc, si vous cherchez, vous trouvez. Donc, en définitive, j'ai quand même trouvé pas mal de choses sur elle. Ah, c'est avec Histoire de chambre, je trouve, un de vos livres les plus personnels. Je voudrais quand même reprendre ma question. Qu'est-ce qui vous touche chez Lucie Beau? Lucie Beau, c'est une ouvrière. Hein, par conséquent, elle est la plus dans l'obscurité qui entoure l'histoire des femmes, elle est particulièrement obscure. Hein. Mais elle est là, il y a une petite lumière qui s'allume, hein, et la suivre, c'est pouvoir voir une vie de femme, une vie qui s'avère finalement assez originale quand même, hein, parce qu'elle était mariée à un garde champêtre. Un garde champêtre, c'est déjà un tout petit personnage, et durant la vie de son mari, elle travaillait même malgré tout, même le garde champêtre, la femme travaillait en usine. Mais elle ne militait pas du tout à ce moment-là. Son mari meurt, elle reste avec ses 2 filles, et c'est à ce moment-là qu'elle s'engage. Elle s'engage, mais alors la forme est incroyable. C'est comme si, je ne sais pas, je ne peux pas faire sa psychologie, comme si elle avait besoin de compenser peut-être quelque chose, je ne sais pas, enfin, faire le plein de sa vie. Enfin, là, on va faire du roman peut-être. Mais elle a été extraordinairement active, fondant un syndicat, menant une grève, ayant plein de contacts. Alors, il y avait des ouvrières italiennes dans son usine, prenant en fait des causes pour les Italiennes, qui étaient particulièrement méprisées, même par les ouvrières françaises. Et ça, alors, elle était révoltée par ça. Et donc, une femme sympathique, qui fait plein de choses. Et c'est un peu pour ça qu'elle m'a attirée et intéressée.
Alors, elle a donné naissance à un film, Gérard Ordilla, avec Virginie Leloyen dans le rôle de Lucie Beau. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Oh, j'ai trouvé bien, j'ai trouvé... il y a déjà un moment, ça fait bien 10 ans, ça. Oui, Hein 2017. Ah oui, voilà. Alors, j'aurais besoin de le revoir pour vous en dire des choses un peu plus sensées. Évidemment, j'étais ravi. J'étais très contente que Gérard Ordilla, qui a un métier, fasse un film là-dessus. J'ai trouvé ça formidable. Et pas tant. Je le rapproche, je n'étais pas toujours d'accord de les choses, mais c'est un détail. En tout cas, Michel Perrault adapté en BD, on l'a vu adapté au cinéma pour quelqu'un qui ne veut pas faire du bruit et qui veut surtout ne pas être une créatrice, on peut dire que vous inspirez en tout cas. Alors, ce travail sur le féminisme, sur les figures de femmes, sur les héroïnes célèbres ou pas célèbres, vous conduisent en un lieu qui va donner naissance à un ouvrage qui est parmi un des plus personnels, c'est Histoire de chambre. Alors, en quoi, d'après vous, Michel Perrault, la chambre est le lieu où s'incarnent toutes les problématiques des femmes, une grande partie des problématiques des femmes? J'avais beaucoup travaillé sur la vie privée et par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à l'espace. Je pense que l'espace est un révélateur de beaucoup de choses. Je pense même souvent en termes spatiaux. Par exemple, l'organisation du pouvoir, vous pouvez le décrypter à travers les lieux du pouvoir. La vie privée, c'est la même chose. Donc, cette sensibilité à l'espace, croisée avec la vie privée, vous mène vers le déchiffrement d'une maison, des pièces dans une maison, et évidemment la chambre, le lieu le plus intime, le lieu le plus secret. Il y a un côté romanesque en même temps, dans la mesure même où on ne sait pas. Et ne pas savoir est source d'imaginaire, par conséquent. Et donc, je me disais, ça peut être amusant de faire ça, ça peut être intéressant. Et de fait, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Bon, enfin, vous savez, il ne faut pas en faire un plat. Ça, on a compris. Néanmoins, c'est un texte capital qui résume une grande partie de votre pensée. Et d'ailleurs, la réalisatrice en a été également frappée, puisqu'elle en a fait la trame, en tout cas, de son documentaire. Alors, on arrive au temps présent, parce que vous publiez tous ces ouvrages, vous suivez tous ces travaux de recherche, mais vous restez sans cesse réceptive au monde et aux modifications, aux révolutions coperniciennes, qu'avait été l'IVG en particulier, pour reprendre l'expression de Geneviève Fraisse. Et vous allez vous intéresser ou être amené à parler très souvent de MeToo, qui a été probablement, je reprends vos mots et vous le redites ici, un événement considérable. En quoi est-ce qu'on peut considérer que c'est un événement considérable? Comment est-ce que vous avez perçu, compris ce mouvement quand il est apparu au début des années 2000 et quel regard l'historienne porte dessus? MeToo, ça a été dit dans le documentaire, donc je vais peut-être me répéter un peu. D'un côté, c'est dans le mouvement des femmes, parce qu'en définitive, MeToo, ce qui est très frappant dans MeToo, au moins deux choses, c'est les communications. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, que les femmes se soient emparées des moyens de communication pour répandre, enfin que les choses se répandent très rapidement. Ça a été étonnant de ce point de vue-là, MeToo. Il y a ça. Et puis il y a deuxièmement le fait que dans MeToo, il y a l'exigence de l'intime. Alors, ça se situe dans une longue histoire des femmes. Les femmes se sont battues pour les droits à leur corps. Et ça a été le grand combat des années 70-90. Et là, elles se battent pour leur droit à l'intimité. L'intimité, c'est leur affaire. La sexualité, c'est leur affaire. Si je veux, quand je veux, etc. Comme on disait dans les années 70 pour l'enfant. Absolument. Donc, c'est tout ça qui me fait dire que MeToo est un mouvement intéressant, important. Et oui, c'est une date importante dans l'histoire des femmes, je crois. Alors MeToo remet sur le devant de la scène cette question du corps. Je salue la présence parmi nous de Camille Froidevaux-Métry qui s'intéresse tout particulièrement à cette question. J'aimerais justement que Sabine nous lise un extrait de Corps Lambeau. Au moment où j'écris, janvier 2016, on
parle de violences sexuelles exercées sur des femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre, autour de la cathédrale de Cologne. Quels en sont les auteurs? Des hommes ordinaires? Des immigrés auxquels l'opinion hostile à leur venue voudrait bien les attribuer? C'est important, mais on ne doit pas gommer l'essentiel. Le corps des femmes, pris pour cible d'une fête quelque peu arrosée, un soir de réveillon. Comme si les femmes ne pouvaient circuler seules la nuit, comme si elles étaient coupables d'être là, sur la place de Cologne, entre gare et cathédrale, où elles n'avaient pas à être, étant des femmes, c'est-à-dire des corps interdits, convoités, exposés, susceptibles d'être dépecés, mis en lambeaux, selon le titre éloquent de ce livre. Livre noir de la condition féminine, comparable à celui que Christine Ockrent et Sandrine Trainer avaient publié il y a quelques années aux éditions Fixo pour alerter sur notre situation dramatique, surtout dans les pays en voie de développement. En Inde, les filles sont supprimées à la naissance au nom de la valence différentielle des sexes, Françoise Héritier, qui fait qu'on souhaite un descendant mâle, pas une fille. Le déficit démographique engendré est tel qu'on a pu parler de génocide des petites filles. Or, l'Inde est en passe de devenir le premier sous-continent du monde, de peser lourd par conséquent. Dans cette région, les faits divers illustrant la violence sur les femmes sont légion. Au Pakistan, Malala Yousafzai fut sauvagement agressée parce qu'elle revendiquait l'instruction pour les filles, crime impardonnable pour les talibans intégristes, dont la liberté des femmes est la hantise. Daesh n'a-t-il pas élaboré une théologie du viol qui justifie toutes les brutalités? Mais les violences sur les femmes n'est l'apanage ni de ces régions, ni de ces religions, même si elles en fournissent aujourd'hui des formes exacerbées qu'on croyait disparues. En France, enquêtes et témoignages, Christine Angot, mettent en évidence l'ordinaire des jours. Viol, inceste tue, femmes battues, violence conjugale au foyer qui s'avère plus périlleux pour elles que la harcèlement sexuel au travail et dans les transports constituent un quotidien peu attrayant. La violence est physique. Elle passe par les frôlements, les attouchements, les coups, les tortures qui s'en prennent au sein et au sexe, par le viol omniprésent. Elle est aussi symbolique et s'exprime par les quolibets, les injures dépréciatives, voire les chansons d'un rap brutal qui prend plaisir à scander que les meufs sont toutes des putes, or elles sont, qui méritent d'être trintignées. Allusion au meurtre de Marie Trintignant par son compagnon. Les mots tuent presque autant que les gestes, que d'une certaine manière, ils autorisent. Depuis 1949, vous avez proposé à Ernest Labrousse de travailler sur les féminismes. Depuis un demi-siècle, vous consacrez vos recherches à l'histoire des femmes et aussi des féminismes. On l'entend à ce texte, l'égalité complète entre les hommes et les femmes peine à advenir. On assiste même un peu partout dans le monde, je pense aux États-Unis, mais on peut les regarder plus proche de nous, en Italie par exemple, à des répressions. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est la manifestation de ce que les Américains ont appelé le backlash? Est-ce que c'est la marque des persistances des archétypes dont a parlé Françoise Héritier, qu'on a évoqué tout à l'heure? Ou est-ce que c'est une démarche politique, idéologique, concertée? La réponse est compliquée, hein, et je n'ai pas la prétention de la donner. Je pense que la violence sur les femmes a toujours existé. On en parle beaucoup plus maintenant, mais je crois qu'il ne faut pas du tout idéaliser le passé. À mon sens, je suis peut-être optimiste, il y aurait plutôt du progrès que de la régression. Simplement, c'était assez normal. La violence sur les femmes faisait partie du système. Et même encore, vous savez, au 19e, je connais un peu, qu'un homme batte sa femme, c'était presque normal. Simplement, il ne fallait pas qu'il le fasse trop. Voilà. Mais après tout, s'il la battait, bon, c'est sans doute qu'elle l'avait mérité. Voilà. Et quantité de textes là-dessus. Je pense qu'il y
y a maintenant un déni de ça. Nous refusons ça. C'est un progrès, évidemment. Et à partir du moment où nous le dénions, nous cherchons et nous trouvons. Voilà. Alors, deuxièmement, votre question, c'était pourquoi c'est comme ça. Je pense que nous sortons, parce que j'espère que nous sortons, moi je pense, je suis peut-être optimiste dans le fond, hein, j'en sais rien, ça me fait plaisir aussi de penser ça. Nous sortons d'un système de domination masculine qui est en quelque sorte originel. Hein. Aussi loin que l'on regarde, là les travaux de Françoise Héritier et bien d'autres, on ne voit que cela. Hein. Et justement, ce système, nous le remettons en cause. Nous voulons l'égalité. Hein, et nous concevons les hommes, des hommes, les femmes, des hommes, peu importe, veulent plutôt une relation égalitaire et par conséquent contestent la domination. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Mais ce système fondamental qui a vraiment constitué le socle des sociétés occidentales, comment voulez-vous qu'on le dissipe, qu'on le détruise en quelques années, alors que ça fait des millénaires qu'il existe? Voilà. Mais je pense que les temps changent. Je pense que les temps changent quand même. Et de ce point de vue-là, la société contemporaine, depuis déjà pas mal de temps, porte en elle un changement profond. Et c'est très intéressant de le vivre. Donc vous dites, Michel Perrault est optimiste. Oui, relativement. Oui. J'aimerais que Sabine nous lise un dernier texte. Aujourd'hui, où est l'histoire des femmes? En tant que récit, elle existe à des degrés divers un peu partout dans le monde, occidental surtout. Elle a constitué une forme de prise de conscience identitaire, une tentative de mémoire et surtout de relecture des événements et des évolutions à l'aune de la différence des sexes, c'est-à-dire du genre. Dans ses flancs se développe une histoire des hommes et de la masculinité. En France, c'est un champ actif, productif, doté de groupes, de revues, mieux reconnus dans le public que dans l'université elle-même, qui demeure timide devant l'agrément de champs nouveaux ou récents, surtout quand elle suspecte des risques de communautarisme. Et les femmes dans l'histoire? Impossible bilan, qui oscille selon les jours et les événements entre l'optimisme de la conquête, on a gagné, et le scepticisme du sentiment de l'illusion. Dans le monde occidental, l'égalité des sexes, tardivement identifiée, est devenue un principe reconnu, jusque dans la Constitution européenne. Les femmes ont accédé à bien des domaines du savoir et du pouvoir qui leur étaient interdits, y compris militaires et politiques. Elles ont conquis bien des libertés, surtout la liberté de la contraception, qui est le cœur de la révolution sexuelle. On ne boudera pas son plaisir. Toutefois, entre théorie et pratique, bien des écarts subsistent. Ainsi, dans l'accès aux responsabilités, aux professions, à l'égalité salariale, etc. Des zones résistent, le religieux, l'économique, le politique surtout en France, le domestique qui se partage si peu, la création qui se dérobe. Souvent, les frontières se déplacent, mais des terrains d'excellence masculine se reconstituent, tant la hiérarchie des sexes est loin d'être dissoute. Les acquis sont fragiles, réversibles, des retours en arrière sont toujours possibles. Les intégrismes politiques et religieux font de l'ordre des sexes et de la dépendance des femmes un de leurs leviers. Des effets pervers, inattendus, se produisent. Solitude, affrontement, violence conjugale et autres, peut-être plus visibles ou réellement aggravées par l'angoisse identitaire, marquent des rapports de sexe souvent tendus. À l'échelle planétaire, la mondialisation, au moins dans un premier temps, fragilise les plus faibles, dont les femmes, exposées à la paupérisation, à la faim, aux guerres nationales et ethniques qui touchent surtout les civils, au sida galopant, surtout en Afrique,
à la prostitution dont les réseaux s'étendent, contredisant la vision triomphante d'une sexualité libérée. L'histoire des femmes est aussi tragique que celle des hommes. Ainsi, la révolution sexuelle dont nous avons tenté de prendre la mesure est inachevée, au vrai interminable. Là, pas plus qu'ailleurs, il n'y a de fin de l'histoire. Impossible donc de clore son récit. On peut dire « il était une fois », invoquer d'obscurs commencements, dire le début, mais pas la fin. Histoire à suivre, histoire à faire aussi. Peut-être parce que vous êtes historienne, peut-être parce que vous êtes un peu nostalgique aussi, Michel, vous avez une conscience aiguë et on prend conscience véritablement en vous lisant de la fragilité des choses, de leur caractère éphémère, notamment ce qui concerne votre œuvre. Quand on vous a demandé de préparer dans la collection de bouquins ce recueil, cette sorte de bilan de votre œuvre, vous écrivez « Je sais les fragilités de l'écriture historique qui résistent moins qu'une autre au passage des ans ». Un roman, même, voire surtout médiocre, parce que dépouillé des sortilèges du style, se relie comme maille d'une époque et devient une source. Un récit historique s'inscrit dans une historiographie qui intéresse les professionnels plus que le public. Il dit ce qui a paru important à une génération, ce à quoi elle était sensible, au risque d'étonner ses successeurs qui regardent ailleurs. Alors permettez-moi, cher Michel, pour une fois de ne pas être d'accord avec vous, et de ne voir dans cette affirmation qu'une nouvelle manifestation de votre humilité, l'histoire des femmes en Occident, mon histoire des femmes, histoire des chambres, mélancolie ouvrière, Georges Sand à Nohant, le temps des féministes, ces livres, vos livres, n'ont pas fini d'éclore et de faire éclosion en chacun de nous, d'un continuer à inspirer des chercheurs, mais aussi des créateurs. Ils laissent en nous ce goût de l'espérance qu'on a entendu à l'instant. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de vous remettre au nom des membres du jury du prix Pandore que nous avons créé il y a 3 ans, un prix d'honneur pour l'ensemble de votre œuvre. Pandore, le public le sait, c'est la première femme de l'histoire, c'est celle qui a voulu percer le secret des dieux, non pas en ouvrant une boîte, ça c'est une erreur, elle a ouvert une amphore. Cet amphore qui recueillait les biens et les mots, et pas que les mots. Et une fois que ceux-ci, les biens, étaient montés vers l'Olympe, les mots sont retombés sur les hommes, et au fond de la dernière amphore, il restait le mot « espérance ». C'est pourquoi, cher Michel, je suis très heureux de vous offrir cet amphore. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre entretien. Vous pourrez prolonger la discussion si vous le souhaitez avec Michel derrière la table de Sabine de la librairie du Point Bas. Est-ce qu'il y a néanmoins parmi vous d'ores et déjà des questions à Michel Perrault? Oui. Est-ce que... Oui, parlez fort, je la répéterai. Est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation des garçons serait une façon de faire prendre conscience de ce qu'est la femme? Est-ce que l'éducation des garçons n'est pas essentielle pour faire prendre conscience de la place et du rôle des femmes? Oui, madame, bien sûr. Vous avez... Qui éduque les femmes, les garçons? Ce sont les femmes qui éduquent les garçons. Mais il n'y a pas que les femmes qui éduquent les garçons. L'attitude de leur père est essentielle, c'est fondamental. Donc l'éducation des filles et des garçons est très importante, mais évidemment, ces garçons l'étaient, enfin, je pense à lui encore plus équivalent, mais étant donné que malgré tout, en dépit de tout, tous les changements, les hommes conservent quand même un pouvoir
dominant, oui, c'est particulièrement important. Leur éducation, bien sûr, ça me paraît essentiel. Vous avez entièrement raison. Le féminisme est l'affaire de toutes et de tous. Merci beaucoup et encore merci Michel.